Bon, les gens ne me voient pas, mais bon, je suis pas un monstre d'épaules, de cuisses et de tout ça. Par contre, c'est Mozart qui avait dit que le handicap crée le génie. Donc moi, j'étais peut-être un peu handicapé pour jouer au rugby d'une façon trop directe. Et donc, j'ai développé des compétences tactiques, techniques, qui faisaient que je me suis débrouillé. J'ai joué jeune à Tarbes, après je me suis imposé au Racing, c'était pas rien. Vous reconnaissez cette voix ? C'est celle d'un homme inconnu du grand public, mais qui a une énorme influence dans le monde du rugby. Je suis Johan Zuckmeyer et vous écoutez La Cravate, le podcast de Rugby Mercato. La Cravate, c'est le podcast rugby où on prend le temps de discuter avec des personnalités extraordinaires. C'est un peu une bulle intemporelle où on s'autorise à échanger sur leur parcours unique parsemé de réussites et parfois d'énormes coups durs. Bigourdan Purju, mon invité a toujours baigné dans le rugby, sa famille ayant énormément œuvré pour le Stade Tarbais. Talentueux demi de mêlée, il joue jusqu'en équipe Uno Stado avant de filer au Racing Club de France où il passe 4 saisons. Également professeur de sport, il est sollicité pour partir en Corrèze, à Ussel, où il prend en charge le premier pôle espoir de France et abandonne sa carrière de joueur de haut niveau. Après 9 années à Ussel, il est muté au pôle espoir de Bayonne, où sa pédagogie et sa science du rugby permettent à des générations de joueurs d'éclore au plus haut niveau depuis près de 3 décennies. C'était pas forcément évident à deviner, mais j'ai eu le grand plaisir de rencontrer Pierre Pérez. Extrêmement humble et discret, Pierre est un véritable polisseur de diamants avec une philosophie de jeu qui lui est propre. D'Olivier Magne à Serge Betsen, en passant par Yann Lesgourg ou Arthur Ituria, il faudrait des heures pour citer tous les grands noms du rugby français qu'il a accompagnés, tant sportivement qu'humainement depuis près de 40 ans. Je suis conscient de la chance que j'ai eue de rencontrer un tel personnage et je suis vraiment ravi de vous partager un témoignage aussi précieux. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast, à laisser un commentaire sympa et à le partager autour de vous. Ça fait super plaisir et ça aiderait vraiment La Cravate à se faire reconnaître. Trêve de bavardage et place à la conversation. Bonjour Pierre. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui au lycée René Cassin, le fief du pôle espoir de Bayonne. Merci aussi à Quentin Lespio de nous avoir mis en contact et d'avoir lancé l'invitation au départ. D'ailleurs, Thibault Lassalle aussi m'a parlé de toi. Je suis vraiment ravi d'être ici. Et tout d'abord, j'ai une question super importante que Quentin m'a demandé de te poser. Est-ce que tu as trouvé quelqu'un pour la garde du portail ? Ah, oui. Oui, c'est des anecdotes. C'est ce qui remplit ma vie d'ailleurs. Des anecdotes avec ces jeunes et l'anecdote de Quentin au portail. C'est vrai que Quentin avait une vie sportive et scolaire très dense, et il te l'a expliqué. Mais aussi, il avait une vie à côté. D'ailleurs, j'ai toujours été respectueux de cette vie à côté pour les jeunes. Je crois qu'il faut à la fois leur donner des exigences de comportement, de résultats, d'engagement au plan scolaire et sportif. Mais il faut qu'ils aient une vie sociale. Et souvent, j'ai regretté que pour certains sportifs, dans d'autres disciplines, on les coupe un peu de cette société, qui les déshumanise un petit peu, qui leur font faire des choses qui sont un peu hors du commun. Alors que moi, j'ai toujours croisé, ou très souvent croisé, Quentin et d'autres, mais Quentin en a parlé, qui étaient en attente de quelqu'un, de quelqu'une plutôt, au portail. Et il se trouve que voilà, c'est une anecdote entre nous, mais s'il en a parlé, je me permets d'en parler aussi. Non, bon, trêve de plaisanterie. Donc, pour être un peu plus sérieux, il y a beaucoup de monde qui dira que tu fais partie des murs ici. Ça fait quasiment 30 ans que tu es responsable du pôle espoir de Bayonne. Quel est ton rôle, très globalement ? Bon rôle. Au départ, si on parle d'une fiche de poste, c'est une fiche de poste qui est assez ciblée. Bon, je suis professeur de PS, donc j'ai pris ce poste d'abord à Ussel parce que j'étais un sportif de haut niveau. Et il fallait à l'époque un Capétien qui avait joué en équipe de France au moins jeune. Et donc on m'a confié la formation sportive à Ussel. Et ensuite, la fiche de poste, je crois qu'on se l'est créée les uns et les autres. Mes collègues à l'époque étaient Pierre Villepreux à Toulouse, puis d'autres. On a fait en fait avec notre ressenti, notre passion, nos compétences aussi, il faut pas le cacher. Donc répondre à ça, c'est vous dire qu'il faut amener les jeunes qui nous sont confiés, mot important, que les parents nous confient, à les amener à avoir une réussite à 2 niveaux, même à 3 niveaux, au plan citoyen, savoir bien être dans la vie avec les autres et les uns et les autres, au plan scolaire, puis au plan sportif. Et
quand je vous dis ça, c'est une hiérarchie que je donne. Je crois qu'on ne peut être un bon gars et on ne sera qu'un bon sportif que si on est aussi un bon gars. Et on peut réussir sur le terrain que si on a la conscience tranquille de son travail scolaire. Donc c'est un tout, mais il y a une hiérarchie, un échéancier là-dessus. Et souvent, la place du rugby et la place du sport au départ dans l'histoire même de la société, c'était de faire se rencontrer les gens. Et souvent, moi je dis que le rugby est un prétexte à rencontrer d'autres personnes, à les construire, à partager des valeurs et à faire ce qu'ils deviennent et qui font que quand vous les rencontrez, ils vous disent tout ça. Je pense que c'est un condensé que tu viens de faire là, qu'on pourrait presque mettre à la fin de l'épisode. Je trouve ça super parlant. Tu as aidé à éclore de nombreux joueurs. On peut voir au travers de nombreux articles de presse le nombre de joueurs qui sont sortis du Pôle Espoir de Bayonne depuis que tu y es. Afin de mieux te cerner, moi il y a une question que j'aime poser à tous mes invités en préambule, c'est de quoi rêvait le petit Pierre ? Ouf. Je rêvais de montagne parce que je suis bigourdan. Aujourd'hui je suis près de la mer et je ne vais pas la voir souvent. Et après, mon grand-père a été fondateur du Stadeau. Donc moi, j'ai vécu avec le rugby depuis toujours. J'ai eu le bouclier de Brennus dans la cuisine de ma grand-mère parce qu'en 1973, ils avaient cassé le bouclier. Il est resté 15 jours à la maison. D'accord. Donc ça marque. Et voilà, non, je savais que j'aimais transmettre. Voilà. Mais après, bon, le rugby, vous savez, il y a des croisements dans la vie, des carrefours. Et puis on les prend pas. J'ai eu de la chance... lors de mes études, en fin d'études, lorsque j'ai passé le CAPES, d'avoir M. Piccolo, qui était responsable du pôle à Ussel à l'époque, le sport-études, qui se rappelait de moi. Bon, donc j'avais un certain niveau sportif universitaire. Et je suis parti là-dedans. Et voilà, mais c'est la vie. Je ne peux pas vous dire à quoi je rêvais ou pas. Ce que je sais, c'est que j'étais toujours un ballon dans les mains. J'avais toujours envie de gambader dehors en montagne. Voilà, c'est tout. Mais c'est déjà des très beaux rêves, des belles envies. T'étais quel type d'enfant ? Ouf. C'est à mes parents qui font demander ça. Je crois que j'étais assez sage, assez respectueux des règles, respectueux des miens, turbulent, mais dans la limite des règles. Canaille, en tant que joueur, je suis un peu canaille, quoi. J'étais demi de mêlée, j'étais plutôt un demi de mêlée de vestiaire et de fond de bus. Ça, je crois que les élèves l'ont deviné. Mais moi, je ne pense pas avoir posé de gros soucis. Chez moi, j'ai toujours plutôt bien travaillé. J'aimais ça d'ailleurs, travailler à l'école. Je n'étais pas forcément très doué, mais je m'honore de jamais avoir redoublé, d'avoir toujours eu mes examens en temps voulu. Voilà, donc je ne pense pas avoir posé de soucis particuliers. C'est vrai que donc ta famille est très liée au Stade Ceste. De ton côté, tu y as joué également. Ah oui, j'ai joué, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Jusqu'en équipe première. Oui, j'ai joué en équipe première. J'ai eu la chance de jouer très jeune, avant à peine 18 ans. Dans une équipe où il y avait des grands joueurs, comme à l'époque Joël Pécune, qui était notre international. C'est un grand club, le Stadeau, même si aujourd'hui il est moribond un peu. Moi, ça me rend malheureux. J'ai les archives du Stadeau à la maison, à Tarbes, puisque à l'époque, quand ils ont déménagé le club, il n'y avait pas grand monde qui voulait tout ce tas de papier, puis c'est à la maison. Donc moi, j'ai toujours entendu parler de ça. Mon grand-père a été secrétaire, donc à Fondé. Mon père aussi a été secrétaire, entraîneur, a joué au Stadeau. Ensuite, il s'est occupé à la Fédération française de rugby, donc ça a toujours été mon milieu. Mon père a entraîné aussi Tarbes, les cadets Tarbes, qui avaient été champions de France il y a quelques années avec Papy Save et tout un tas de bons joueurs. Francis Brouzin, qui a été longtemps arrière. Et voilà, donc moi, c'est mon milieu, c'est mon ADN à côté de ma vie de famille, oui. Voilà. Après avoir joué en première à Tarbes, tu files du côté du Sel, c'est ça ? Non. C'est pas ça ? Non, donc j'ai joué à Tarbes très tôt, donc à 18 ans, puis j'ai eu mon CAPES. Et lorsque j'ai eu mon CAPES, il fallait partir à Paris. Donc j'ai été parrainé par le Stadeau pour aller au Racing Club de France, où j'ai joué 4 ans. Nous avons fait une montée, une descente, une montée. J'ai eu la chance de jouer avec Robert Paparamborde, Jean-Pierre Rive, et puis avec tous ces joueurs du showbiz qui sont arrivés, Blanc, Guillard, toute la bande. Et ensuite, j'ai reçu un coup de fil pour essayer de savoir si je voulais aller à Ussel en Corrèze, pour prendre le sport-études d'Ussel. Alors je ne vous cache pas, j'ai pris la carte de France pour savoir où c'était.
Et aujourd'hui, je ne regrette pas. Ma femme m'a dit, c'est à moitié du chemin entre Tarbes et Paris, donc on y va. Ma femme étant du nord du département, de l'Ascazère, on a dit, OK, ça nous rapproche de la famille. Et voilà, et c'est la plus belle décision de ma vie. Le pôle espoir d'Ussel, en plus, si je ne me trompe pas, c'est le premier à avoir été créé. Oui, il avait été créé en même temps que le pôle de Paris, à la Canale. C'est sous l'égide de M. Pétavin, inspecteur général, qui était arbitre, qui a arbitré une finale d'ailleurs. Et en poste à Ussel, il y avait M. Piccolo, donc, qui avait été mon examinateur lors de l'oral du CAPES à Vichy et qui se souvenait de moi. À ce moment-là, tu abandonnes le rugby à très haut niveau ? Oui, ça a été une demande du club d'Ussel qui m'a demandé, bon, tu viens. Alors, on n'était pas beaucoup de candidats à avoir ce profil. Et il m'a dit, mais bon, il faudrait que tu joues. Donc, j'avais été contacté par Clermont, Brive, Tulle à l'époque. Et donc, moi, comme je vous l'ai dit, je pense avoir été un garçon, un jeune respectueux. J'ai dit, OK, je viens et je me consacre à Ussel. Depuis ce jour-là, je ne lis plus Midi Olympique parce que j'avais quand même un peu de remords, je sais pas bien, de voir mes copains qui continuaient. Pas qu'on ne parle pas de moi, mais que les copains continuaient. Et puis, ça a été une vraie révélation professionnelle, familiale, même sportive. Puisqu'on parle de moi, je vais en parler. La dernière saison, je l'ai faite à 30 ans. J'étais capitaine-entraîneur d'Ussel. On est monté en première division. À l'époque, c'était évidemment pas le top 14, mais c'était énorme pour un village de 1000 habitants. Et c'était une des plus grandes expériences de ma vie sportive. Et pour aller plus loin, à l'issue de cette montée, donc j'avais à peine 30 ans, en cours de saison, en ayant arrêté, il y a le CA Briviste qui m'a appelé. Et donc j'ai pris Brive en cours de saison, qui était au fond du classement de sa poule. Voilà mon parcours à peu près. Là, c'est en tant que joueur. Donc en tant qu'entraîneur. Oui, parce qu'en tant qu'entraîneur, et si je ne me trompe pas, pour le CAB, à ce moment-là, tu es le plus jeune entraîneur de France. Oui, tout à fait. Ouais. À tout juste 30 ans. Oui. Et c'est un record qui tient encore aujourd'hui. Ah, ça, je ne sais pas. Ah, il me semble que si. Je ne sais pas. Ce n'est pas des choses qui m'importent. En tout cas, je sais que ça organise ma façon ça m'a organisé la façon de vivre après, même par rapport à ce que je fais avec mes jeunes actuellement encore, c'est de faire confiance aux gens. C'est-à-dire de donner, et puis après, si ça ne va pas, on reprend. Alors, avec les jeunes, je le dis exactement comme ça, en leur disant, eh bien, écoute, moi, je ne vais pas te dire, si tu fais ça, tu auras. Je vais te donner pour que tu aies le goût des choses. Et après, si tu ne remplis pas les missions qu'on te donne, si tu n'atteins pas les objectifs, si tu ne respectes pas les fondamentaux de notre fonctionnement, et bien je te reprendrai. Et ça, je le tiens vraiment de cette époque à Brive où M. Gourdy, président, Jean-Jacques Gourdy, qui a été important pour moi, est venu à Trente-Berges. J'avais des joueurs qui étaient plus âgés que moi. Bien sûr. Dallariva, Laval, il y avait Fitzsimon, il y avait Rodolphe Modin, plus jeune. Mais j'avais des joueurs qui étaient plus âgés que moi et quelle confiance qu'ils m'avaient donnée. Alors, ils risquaient rien, ils étaient derniers de poule, on ne pourrait pas aller plus bas. Mais il se trouve que, un peu par ma faute ou un peu grâce à moi, on s'est qualifié, on a perdu d'1 point contre Toulouse à match aller-retour, à l'époque en huitième de finale. Et donc, ça a lancé ma carrière d'entraîneur que j'ai arrêté très vite. Peut-être qu'on y reviendra après. Dans le même temps, donc, tu t'occupes du pôle espoir d'Ussel. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui t'anime le plus ? Le fait d'entraîner, le fait de t'occuper du pôle espoir, le fait d'être joueur ? Parce qu'à cette époque-là, tu cumules les 3 casquettes en définitive. Je ne joue plus. À l'époque, je ne joue plus parce que je sais que, et ça fait partie de ma façon de vivre mon métier, je sais que je ne peux pas tout faire. Et puis, autre chose qui a organisé ma vie, c'est Jean-Michel Aguirre, qui a 30 ans arrêté de jouer alors qu'il était encore l'un des meilleurs arrières de France. Et il ne le sait pas d'ailleurs. C'est un bigourdan. Donc, je sais que c'est une image qui m'avait marqué, de penser qu'on arrête alors qu'on est encore efficace et qu'on peut laisser la place à quelqu'un. Donc, moi, j'ai arrêté à 30 ans parce qu'on venait de monter avec Ussel en première division et mon successeur au poste était un de mes élèves. Donc, je lui ai laissé la place. C'est présomptueux, même si c'était moi qui faisais l'équipe. J'ai dit, c'est à son tour. Et donc, moi, j'ai arrêté. Et donc, les événements ont fait que j'ai pris Brive après. Et les événements aussi ont fait qu'à 6 mois après, on m'a confié l'équipe de France moins de 18 ans. Donc, j'avais 3 casquettes, plus celle de joueur, mais j'avais entraîné donc, le sport-études à Ussel, le CAB et l'équipe de France moins de 18 ans. C'est drôle parce que la manière
que tu as eu de laisser ta place à ce jeune, entre guillemets, c'est ce qui retransparaît des quelques échanges qu'on a eus jusqu'à maintenant et des échanges que j'ai eus avec les joueurs qui m'ont parlé de toi. C'est-à-dire que tu veux absolument pas avoir la lumière sur toi. C'est un trait de personnalité, mais on est quand même dans un milieu qui aujourd'hui est de plus en plus médiatique. Comment tu fais, toi, pour arriver encore à détonner au travers de tout ça ? Alors, aujourd'hui, je ne détonne pas puisqu'on se rencontre. Donc, parce qu'on a des filiations sportives par le Stadeau, hein, ça je te l'ai dit, hein, puis par les élèves. Je ne pense pas détonner, je pense que la lumière aujourd'hui, elle est trop crue, elle est trop brûlante. Ça, je l'ai toujours deviné. Ça doit être mon caractère, un peu montagnard, un peu terrien. Et je trouve que c'est trop artificiel. Et c'est tellement bien de... La vraie passion, je crois que c'est celle-là. Mais ceci dit, j'amène les gosses, certains, hein, dans la lumière, mais ceux qui n'y vont pas, je les vois autant que ceux qui y ont été. Ils me téléphonent, je suis de leur mariage ou d'autres choses comme ça, autant que les autres. La réussite n'est pas la lumière. La réussite, c'est d'être équilibré, d'être joyeux, d'être en bonne santé par les temps qui courent. Voilà, c'est pas la lumière. C'est quand même un défaut de notre société aujourd'hui, tout cela. Et le sport, en particulier, c'est un peu dénaturé. D'ailleurs, moi, je revendique le fait qu'on ne devrait plus appeler sport les gens qui font de l'activité physique pour eux et ces sportifs qui prennent des 100 et des 1000, ce que je ne leur reproche pas. Je ne leur reproche pas. Mais dans le mot sport, à l'époque, tel qu'il a été conçu, même par les Grecs, c'était se dépenser, s'éprouver, être en bonne santé. Posons-nous la question aujourd'hui si le sport de haut niveau garde les individus en bonne santé. En tout cas, moi, c'est toujours, et si on parle de la formation au pôle, j'espère, c'est toujours ce qui est un des axes profonds de mon intervention. Tout à fait. D'ailleurs, ça rejoint ce que m'a expliqué Quentin à ton propos, c'est que tu as toujours prôné un jeu d'évitement, contrairement à un jeu d'opposition pur et dur comme il a pu y avoir à une époque, ou comme ça tend à disparaître peut-être un petit peu plus aujourd'hui. Ça te vient d'où cet amour du jeu à proprement parler ? Alors, ça, j'y réfléchis. D'abord à ce que je suis physiquement. Bon, les gens ne me voient pas, mais bon, je suis pas un monstre d'épaules, de cuisses et de tout ça. Par contre, c'est Mozart qui avait dit que le handicap crée le génie. Donc moi, j'étais peut-être un peu handicapé pour jouer au rugby d'une façon trop directe. Et donc, j'ai développé des compétences tactiques, techniques, qui faisaient que je me suis débrouillé. J'ai joué jeune à Tarbes, après je me suis imposé au Racing, c'était pas rien. Et donc, moi, j'ai construit un rugby, pour moi, qui était un rugby où il fallait que je mette en valeur les autres par mes qualités donc, de choix décisionnel et par mes gestes techniques. Et je l'ai aussi donc, transféré dans ma façon d'apprendre, de faire apprendre le jeu aux joueurs. Et la première des choses, c'est de comprendre comment ça fonctionne. Et j'avais également cette façon de vivre, alors ça va peut-être en faire sourire certains, quand à la fête à Sainte-Thérèse, à Tarbes, il y avait les autotamponneuses, moi le but c'était d'éviter les gens. Voilà, et je suis persuadé par contre, et là je reviens à l'ADN, à la logique interne du jeu, là on parle avec des termes professionnels, c'est que le rugby c'est un sport d'évitement. Le contact, la collision, puisque maintenant c'est la collision, elle est latente. On peut être amené à la provoquer, mais par défaut. Moi, aujourd'hui, j'ai une formule qui a été reprise, c'est que moi, je prends une assurance pour la voiture. Ma voiture, elle a des airbags. Mais je fais tout pour ne pas avoir d'accident. Je fais tout pour ne pas m'en servir. C'est-à-dire que construire un jeu où on va passer par que des rucks, ou beaucoup de rucks, ou que le ruck va être central, c'est dire aux apprenants, aux jeunes, attention, le rugby, c'est des rucks. Et ça a débouché sur ce que l'on a vu. Il fallait qu'un centre devait être capable de faire X et X rucks. Mais est-ce qu'il était encore capable d'éviter de faire les rucks ? Voilà. Et ça, c'est ce que moi je suis, parce que je n'étais pas capable de jouer à un jeu direct. Par contre, la défense a toujours été un de mes axes de travail, de préoccupation fondamentale, parce que j'aimais ça, malgré mon gabarit. Et c'est quelque chose que tu essaies de transmettre même à tes élèves qui, en définitive, n'ont pas forcément le même gabarit, mais c'est une philosophie de jeu que tu gardes. C'est une philosophie et je vois, comme tu as l'horaire qui pétille, je vais t'en dire un peu plus. Un jour, j'ai rêvé, il y a très longtemps, à UCL, je débutais dans mon métier, que
c'est pas très bien pour mon épouse, que je rêve pas à elle, mais que il y avait une faute, le premier arrivé se mettait à gauche, le second talonneur, le troisième pilier, et ainsi de suite, et le dernier se mettait à l'arrière. C'est-à-dire que j'avais construit des joueurs qui avaient toutes les compétences, même les compétences au poste. Donc c'est une totale utopie. Mais ce que j'ai rêvé donc, il y a 20 et quelques années, 28 ans, 29 ans, on tend vers ça. Alors, je ne suis pas un précurseur de quoi que ce soit, mais c'est un jeu tellement intelligent, tellement riche, tellement multifonction, qu'il ne faut pas cloisonner les individus dans des rôles sur le terrain. Et en plus, moi, dans ma façon de construire un individu, puisque je suis enseignant, moi, je veux le construire de façon à ce qu'il soit le plus autonome possible, qu'il puisse se débrouiller. Aujourd'hui, dans le monde de l'éducation, trop souvent, la matière, on enseigne une matière pour la matière. On fait des maths pour faire des maths. Voilà. Personnellement, et là, j'ai la chance de faire de l'EPS ou du sport, on ne fait pas une matière pour être uniquement expert dans cette matière. Cette matière, elle doit servir à être quelqu'un de mieux, d'être plus acceptable dans la société. Et jouer au rugby, c'est un moyen, je reviens, c'est un prétexte à la fois se construire en tant qu'individu avec d'autres, partager, lutter ensemble, lutter contre. C'est un moyen de pouvoir rendre service à l'autre sur le terrain en faisant une passe ou en ne la faisant pas quand il ne faut pas la faire, en plaquant parce que l'autre a manqué le plaquage. C'est partager ces missions-là. Donc pour partager des missions avec d'autres, il faut être capable de toutes les assumer. Pour assumer ces missions-là, il faut les comprendre. Et là, c'est vraiment le départ même de tout ce qui m'anime dans la pédagogie, c'est donner tous les outils aux jeunes joueurs pour qu'ils sachent comment fonctionne le jeu. Évidemment, là, je suis prégnant puisque je leur dis comment moi, j'ai interprété le fonctionnement du jeu. Mais que ce soit les années 80, où c'était à l'époque les grandes années du rugby français, et avant, et ce qu'on voit aujourd'hui, où ce jeu de mouvement, d'improvisation ou d'initiative plutôt est repris, me laisse penser que dans mon ancienneté au poste, je suis encore assez moderne. On voit que c'est le jeu qu'ont mis en avant les All Blacks, par exemple, et qui les a fait complètement réussir sur la dernière décennie. Et c'est le jeu que maintenant, à très haut niveau en France, on essaie d'imiter, parce qu'on a vu que ça marchait ailleurs, alors qu'à une époque, on a été dans un jeu de destruction, comme les Sud-Africains ont pu l'être, eux, avec succès, mais nous, ça nous a jamais spécialement réussi, et aujourd'hui, on y revient totalement. Il y a un mot là qui me gêne, parce que nous sommes une nation de rugby, ou nous étions une grande nation de rugby, aujourd'hui, on tend à le redevenir, et je le souhaite de tout cœur. Mais tu as dit imiter, voilà l'écueil. On n'imite pas. Moi, je ne serai jamais Mozart si je joue du piano, je ne serai jamais Van Gogh si je peins, je serai Pierre Pérez, et toi, tu seras toi. Donc, dans notre façon de former le joueur, et peut-être qu'on viendra à la formation, il faut s'inspirer des autres, de ce qu'ils ont fait de nouveau, de créatif, mais surtout ne pas essayer de copier. Aujourd'hui, on sait que les Anglais, dans leur formation, s'inspirent de ce qu'a fait Pierre Villepreux, Monsieur Bru qui vient de nous quitter, en disant au centre de la formation, il faut que le joueur comprenne. Et après, on lui donne les outils pour utiliser cette compréhension. Voilà. S'il n'y a pas de sens à ce que l'on propose sur le terrain, et si on ne dit pas le rugby, c'est avant tout déplacer le ballon parce que des joueurs, on est capable de se déplacer dans des espaces libres pour pouvoir avancer, parce que fondamentalement, il faut avancer. Bien sûr. D'accord ? On va essayer, nous, plutôt de passer à côté ou passer derrière et non pas passer dessus. Vous voyez l'image ? Bien voilà. Sûr, ouais. Et bien ça, si c'était à nous, et je pense que c'est à nous, il faut continuer. Et on n'imitera pas les Blacks. Les Blacks, ils ont d'autres compétences. Les Blacks, ils ont leurs meilleurs athlètes au service du rugby. Imaginez une équipe de rugby avec Karabatic, avec Tony Parker, avec tous les grands sportifs de France. Eux, ils les ont, les Blacks. Donc, ils construisent un jeu qui est leur jeu de déplacement et autres, mais avec les plus grands sportifs, dans les plus grandes compétences. Voilà, donc c'est quelque chose, moi, qui me laisse rêveur de pouvoir avoir formé des joueurs qui sont capables de tout faire à tout moment, et même dans mon rêve, de jouer à tous les postes. J'ai lu dans le livre d'Olivier Magne qui racontait que parfois, sur des entraînements, les piliers passaient 3/4, les 3/4 passaient devant. C'est pas une légende.
Non. Quand un avant marquait un essai, il me valait plus de points qu'un trois quarts. Aujourd'hui, ma dernière lubie, qui a été reprise par d'autres, et je suis satisfait, c'est que pour marquer un essai qui soit valide ici, il faut qu'il y ait au moins 2 joueurs soutiens avec lui en train de marquer. Voilà, c'est-à-dire que rechercher le déplacement et puis aussi ce souci de venir tout le temps épauler le porteur de balle. Alors épauler dans le contact comme ça a été prôné, bien sûr, mais là c'est par défaut, c'est dans l'urgence. Quand il y a un accident, les pompiers, les gendarmes arrivent. Non, mais aussi, donc nous on va mettre des pompiers et des gendarmes s'il y a un ruck. Mais par contre on continue, le jeu se déplace, et bien on va mettre quand même à côté des gens au cas où. Mais ils ne vont pas intervenir. Voilà, donc ça, c'est vrai, oui, ça les a marqués, ça. Ah oui, j'ai l'impression. Et tout à l'heure, tu disais que la meilleure décision de ta vie, c'est d'être descendu de Paris à Ussel. Tu y es resté 10 ans. Oui, 9 ans. Pourquoi en être parti pour aller à Bayonne? Parce que ça me rapprochait des Pyrénées. La question simple, réponse simple. Okay. Voilà. J'avais un ami, Patrick Perrier, qui est parti. Et voilà, et c'est comme ça. C'est la vie, hein, c'est la vie. Ouais. Et aujourd'hui, ça fait 28 ans que tu es à Bayonne. Est-ce que tu vois des différences en termes d'éducation par rapport aux jeunes d'il y a bientôt 40 ans et les jeunes d'aujourd'hui, niveau rugby? Oui, il y a des différences, oui. Aujourd'hui, les jeunes que nous avons, je dis globalement, dans le monde du rugby, ici, je ne connais pas les jeunes qui sont sur Paris, de la banlieue, qui ont des caractéristiques différentes. On a des jeunes qui sont bien, quoi. Enfin, qui sont de bonne mentalité. Il y a aussi des familles qui sont assez posées, qui ne pensent pas que leur enfant c'est le meilleur joueur de France, qui ne vont pas à droite à gauche pour le vendre, entre guillemets. Je trouve qu'on évolue dans un milieu sain. Et ça, c'est une permanence. Physiquement, ils ont un peu évolué, puisqu'aujourd'hui, le jeune est beaucoup plus sédentaire qu'à l'époque. Sébastien Viars, puisque je l'ai eu à Ussel, vous vous en rappelez, c'était un athlète hors norme comme Olivier, ou Serge Betsen, c'est des gosses qui sont élevés à courir, à sauter, à faire du ski à droite. Aujourd'hui, souvent, les gosses, ils s'occupent à la PlayStation, voilà, et ça compte dans leur développement de base. Mais après, il y a des joueurs d'une extrême qualité. Et mentalement, ce sont des bons garçons. Nous, c'est une structure élitiste, donc on a des filtres scolaires qui quand même témoignent d'un certain niveau intellectuel, mais général, pas uniquement niveau intellectuel scolaire. Donc c'est des gosses qui sont plutôt assez équilibrés et qui ont la tête sur les épaules. Et puis c'est vrai que s'ils n'étaient pas trop équilibrés, qu'ils n'avaient pas la tête sur les épaules, quand ils rentrent, au bout d'une semaine ou deux, c'est vite casé parce que y a un héritage. Enfin, j'entretiens ce qu'on j'appelle l'héritage des comportements, l'héritage des savoir-être, l'héritage de la philosophie du pôle. Et donc, même si des fois ça débouche sur des petits problèmes entre ados, ils sont pas tendres entre eux, mais celui qui est pas trop, qui est un peu orgueilleux, qui se prend un peu au sérieux, il est vite remis à sa place et puis ça roule normalement, quoi. Tu as une philosophie que tu aimes entretenir. Est-ce que tu t'inspires de ce que tu as pu voir ailleurs, d'autres pays, peut-être d'autres cultures dans ta manière de faire? C'est présomptueux, non. La seule chose que j'ai faite, c'est lorsque j'ai pris Ussel, donc j'étais jeune, j'ai pris Ussel à 27 ans, c'est très jeune. 27-26 ans. J'ai fait ma première année, je me rappelle mon premier entraînement, et mon premier match, c'était contre Béziers, il y avait Raoul Barrière qui entraînait Béziers. Et j'ai préparé l'entraînement et les matchs comme je préparais à Tarbes. Donc tu es arbitre, tu sais comment ça se prépare. Et là, quelqu'un m'a dit, mais Pierre, c'est pas ça. Et effectivement, c'était pas ça du tout. Depuis, ça a organisé tout ce que j'ai fait dorénavant. C'est-à-dire que cette compréhension du jeu, que les élèves, les joueurs soient responsables de ce qu'ils vont faire, que ça soit une chance de jouer. Et donc, je ne me suis pas inspiré de quiconque. Par contre, à la fin de l'année, j'ai été voir Pierre Villepreux, Jean-Michel Aguirre et Mitou Fourcade, qui étaient des entraîneurs que je devinais qui étaient proches de ma sensibilité et que je n'avais pas connu puisqu'ils ne m'avaient pas entraîné. Et j'ai eu la chance qu'ils me répondent, mais Pierre, on va venir voir ce que tu fais, ça nous intéresse.
Ouais. Voilà. Et donc, j'ai compris. D'accord. Et vous avez échangé sur tout ça, ta manière de faire? Pour moi, à l'époque, pas assez. C'est des gens qui étaient très pris par leur club, par la fédération, enfin, tout un tas de choses. Mais j'ai bien compris que, puisqu'on en a parlé, que ça leur correspondait, les situations, la réflexion au centre de l'entraînement, l'autonomie déjà du jeune, qu'il faut qu'il comprenne, qu'il n'est pas là pour réciter des formes. Voilà, ça m'a toujours organisé dans ma façon d'appréhender les apprentissages pour les jeunes, hormis cette première année où j'ai tâtonné, où j'ai donc copié, et on y revient, j'ai imité ce que j'avais connu et qui ne correspond pas du tout à la formation d'un joueur, mais du tout. Ce que tu décris là, ça me fait penser à un terme qu'on entend beaucoup en ce moment et qui est à la mode dans le rugby, c'est l'intelligence situationnelle. Oui. C'est drôle parce que jusqu'à il y a peut-être un an, on n'entendait quasiment pas ce terme. Mais ce que tu décris, en fait, c'est exactement ça. Que les joueurs sachent s'adapter à leur environnement, en définitive. Pas que ce soit des singes savants. Exactement. Mais aujourd'hui, il y a un retour. C'est pour ça que je me sens un vieux moderne. Parce que, oui, en plus, il se trouve que c'est un des aspects aussi très, très gratifiants pour moi, c'est que j'ai beaucoup d'anciens élèves qui sont devenus entraîneurs. Il y en a un ici, c'est Cédric Laborde, qui a été entraîneur équipe de France A7 à Rio, qui est aujourd'hui en charge de moins de 18. Mais il y en a plein, il y a Cibré qui entraîne, enfin, je vais en oublier, donc je ne veux pas en citer, parce que je vais en oublier. Et il véhicule, vous savez, la pédagogie, c'est l'art d'enseigner ce que l'on est. Mais après, lorsqu'on enseigne, qu'on transmet, on transmet comme on a reçu, plus ou moins. Et donc, je sais que ce fil-là, même s'il est ténu de temps en temps, il continue à courir au travers des autres, des enfants. De ton côté, qu'est-ce que tu préfères ? Entraîner une équipe première avec des joueurs qui sont déjà complètement façonnés mais qui sont de très haut niveau, ou entraîner tes petits jeunes comme ça que tu espères voir éclore ? J'ai fait l'expérience d'entraîner Brive et puis Bayonne, et Ussel en tant que joueur. Ma meilleure conseillère, c'est mon épouse. Elle m'a dit t'es pas fait trop pour les grands parce que tu t'investis trop. Et c'est vrai que c'est compliqué, il y a des enjeux différents. Donc j'ai fait le choix de ne plus entraîner. J'avais des propositions très, très intéressantes à tous les points de vue. Et donc j'ai écouté. Je m'en réjouis. Je pense que je n'étais pas fait pour ça, d'abord parce que ma famille est très importante. Et donc, avec le retour des gens que je connais du milieu, ils ont tous une vie plus ou moins sereine, notamment familiale. Et bon, ça, j'ai eu la chance de pouvoir le garder, de l'entretenir. Donc la question ne s'est pas posée. Ce que je sais, c'est qu'en équipe de France, lorsque j'ai entraîné les moins de 21 ans, ce qui n'était pas rien, avec des belles promotions, mais des grandes promotions qui à l'époque... Et ça aussi, ça fait partie de la lumière dont on parlait tout à l'heure. On partait, on allait jouer les Sudaf, les Blacks et autres, les Argentins. Les gosses, ils gagnaient, ils mettaient vraiment des beaux matchs, mais personne n'en parlait, parce que c'était les moins de 21, c'était la petite classe. Aujourd'hui, je fais une digression, aujourd'hui, les moins de 20, ils passent tous leurs matchs, passent à la... Bien sûr. Mais non, on ne leur rend pas service. Je citerai personne. Il y a des joueurs qui ne méritent pas les éloges qu'on leur fait parce qu'ils n'ont rien prouvé sur la durée. Et en plus, si je vais au-delà de mon raisonnement, c'est que les gens qui en parlent, qui font ces éloges, ils ne connaissent pas tous les éléments pour pouvoir apprécier, surtout à cet âge-là. Le haut niveau, c'est un continuum de performance de haut niveau. Le haut niveau, c'est pas un jour faire le record du monde et le lendemain être dernier du marathon. Ouais. Voilà. Le haut niveau, c'est être toujours dans les 3 premiers. C'est ça le haut niveau. C'est-à-dire être fiable, comme n'importe quelle structure professionnelle, que ce soit une usine ou ailleurs, il faut être fiable. Et donc voilà. Donc quand j'ai eu les moins de 21 ans, j'avais la chance d'avoir Pierre Villepreux comme DTN, qui savait comment je travaillais, puisque c'est lui qui m'avait choisi, avec Michel Arpaillange, tous les deux. Il m'a dit, vous faites ce que vous voulez. Et vous faites des trucs pour l'équipe première. Eh bien, eux se régalaient. Ils partageaient ce bonheur avec leurs copains et avec nous. Et donc,
entraîner des joueurs de bon niveau avec cette philosophie, je l'ai fait. Nous avons eu de très bons résultats. Je crois que, je ne sais même pas, je ne suis pas sûr, je crois que sur 5 tournois, on l'a gagné 3 fois, dont 2 grands chelems, ou 4 fois, dont 3 grands chelems. Enfin, je ne sais pas trop. Ce n'est pas moi qui dois le dire, mais c'est relatif tout ça. Mais en tout cas, oui, j'ai pu l'éprouver. Mais ensuite, je n'ai pas souhaité continuer dans le milieu professionnel avec des grands, parce que j'ai écouté mon épouse et je pense que je n'étais pas fait pour ça. D'accord. Tu l'as mentionné, tu as entraîné Bayonne aussi, en première? Oui. D'accord. Combien de temps? J'ai entraîné Bayonne, aussi une histoire qui va me rendre malheureux, parce que j'ai entraîné avec Patrick Perrier, mon ami, qui est mort. Et c'était bien, quoi. Et ça s'est pas mal passé, on descend d'un point, et lui, il en est malade, quoi. Je me rappelle aller le voir à l'hôpital, il avait le cœur qui tapait fort. C'est pas ce qu'il a emporté, il est parti plus tard. Et j'ai dit, mais putain, mais on va pas se rendre malade pour ton club. Donc si ça te rend malade, moi j'arrête. Donc oui, j'ai entraîné Bayonne. La même année, Serge Blanco m'avait demandé si je voulais venir à Biarritz. J'étais très honoré de tout ça. Mais rapidement, à travers de ce que je viens de vous conter, ça ne me correspondait pas, quoi. Moi, je veux rentrer à la maison, croiser mon ami avec qui j'entraîne, joyeux, serein et pas dans cet état-là. Ceci d'autant plus que moi, je vivais ce que j'aimais au quotidien dans mon métier, quoi. Voilà, moi, j'ai construit des joueurs où j'entraînais, j'aime pas ce mot avec eux, des joueurs tous les jours. Mon métier, qui n'est pas un métier, c'est une passion, fait que je peux faire du rugby tout le temps avec eux. Et le rugby qui est un moyen pour les former. On entend souvent que la formation française est mauvaise, baisse beaucoup. Là, depuis quelques années, ça a tendance à changer un petit peu, vu que avec la réussite des moins de 20 des 3 dernières années. Toujours dans le livre d'Olivier Magne, j'ai lu que ça ne te plaisait pas forcément d'entendre parler de tout ça, surtout venant de personnes qui ne connaissent pas forcément la formation en elle-même. Alors là, on aborde un sujet qui est un peu plus tendu. Par expérience, longue, je peux m'auto-proclamer avec d'autres, bien entendu, comme étant des experts, une forme d'expertise dans la formation. La formation d'un joueur, elle est très complexe. Vous allez prendre un joueur qui, à 15, 16, 17 ans, est le meilleur joueur de France, et puis petit à petit, va s'étioler. Pourquoi? Alors, il y a des indicateurs, on les devine. Et puis, à côté, il y a des joueurs. Alors, aujourd'hui, l'exemple type, c'est Olivon, qui n'était pas du tout repéré. Il y a des images de lui, de ce garçon. Voilà, donc, la formation, pour en parler, je crois qu'il faut avoir été confronté à elle et rester très, très humble et très modeste. Moi, aujourd'hui, quand je vois qu'Olivier a 80 et quelques sélections, Serge Bessin autant, enfin, Ituria et tout ça, quand ils sont là, oui, on se dit, attends, oui, il y a quelque chose. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait que ça réussit ou que ça ne réussit pas? Donc il y a des carrefours, il y a des rencontres, il y a des clubs, il y a des entraîneurs pros. Enfin, il y a tout un tas de choses qui fait qu'on réussit. Alors dans la formation telle qu'elle a été critiquée ou qu'elle a été remise en question, oui, je reproche aux gens qui ont parlé de formation de ne pas savoir comment ça fonctionnait, d'avoir cru qu'ils savaient former les joueurs parce qu'ils avaient entraîné 2 ans, 3 ans ou 5 ans ou 10 ans des crabos ou des cadets. Non, c'est pas ça. Là, c'est entraîner, c'est pas former. Enfin, en tout cas, tel que moi je le ressens quand je vais voir jouer des joueurs, des équipes. Alors oui, ça me fait mal. Ça me fait mal d'autant plus qu'en tête de la fédération, le DTN est capable de passer d'une forme d'apprentissage à une autre, c'est-à-dire il prend le vent. Et ça me gêne parce que comment peut-on être convaincant quand on n'est pas convaincu? Comment peut-on dire à des joueurs il y a 10 ans, il faut qu'un centre fasse des rucks, 12 rucks? Et on produit Bastaro, qui est un type merveilleux pour moi, d'une humanité énorme, et puis qui aujourd'hui nous dit on va jouer à le jeu avec la règle du passage en force, qui a été initiée ici. Comment? Alors, moi je sais qu'il y a, comme on nous dit dans Bio, il n'y a que les ânes qui ne changent pas d'avis, mais non, il y a des choses qui me sont incompréhensibles. Je ne me bats pas parce que ma lutte, elle est ici. Si tu es là, c'est qu'il peut y avoir une reconnaissance, surtout des joueurs, avant tout des joueurs. Le reste m'importe peu. Mais oui, cette formation a été décriée. Les résultats de l'équipe de France moins de 20 ans, ils ont été en plus, le premier titre, il a été fait sur la formule qu'il y avait avec les pôles espoirs, puisque cette formule a changé. Et
Et ils ont eu dit que c'était parce qu'ils avaient changé la formule de formation qu'ils avaient été champions. Alors c'est vrai qu'ils avaient enlevé le pôle France, et il fallait l'enlever tel qu'il fonctionnait. Mais quelle indécence, quoi. Je trouve que c'était indécent. Sur ce sujet, je vais être prolixe, mais moi nous ne disons pas certains que ce que l'on faisait avant avec les pôles espoirs, 10 structures, c'était la panacée, que c'était très bien. Non, ça pouvait mieux fonctionner. Ici, même si je crois que c'est une structure qui fonctionne bien, mais ce n'est pas à moi forcément de le dire, mais ça pouvait fonctionner mieux. Et on aurait pu mettre en place un vrai responsable de la formation de la jeune élite française, et non pas un cadre de la fédération, et je ne lui en veux pas, il se reconnaîtra s'il écoute, qui avait entre autres la tâche de coordonner les pôles. Entre autres, non. Si on dit que la formation en pôle espoir, c'est au centre du dispositif, eh bien on met les moyens, et un moyen humain. Alors, c'est pas moi qui décide, mais je sais qu'à l'époque, les présidents, ils étaient pas contre. Ils voulaient juste que leurs jeunes fonctionnent mieux et que les résultats soient meilleurs. Voilà, donc, c'est un sujet qui pourrait nous amener à des réflexions un peu... Pas du tout, j'ai pas d'animosité. J'ai de la déception, parce que je crois que si moi si j'ai un problème, je vais voir un spécialiste et je lui demande. Et s'il me dit c'est ça, je ne vais pas dire non, c'est autre chose, je fais ce que moi je pense que c'est. Si on me dit la formation française n'est pas bonne, faisons un diagnostic. Et si ce diagnostic n'est pas bon, cherchons les raisons. Là, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, ça change. Et tant mieux, et même si les gens dont j'ai cité le DTN changent d'avis, tant mieux, je m'en réjouis. Voilà. Mais ça a perturbé pendant une dizaine d'années. Au niveau du pendant formation derrière rugby professionnel, tu as attaqué au pôle espoir à Ussel bien avant l'ère du professionnalisme. Tu as vécu toute cette évolution. Est-ce que toi, tu vois une différence dans ta manière de former ou dans la façon d'être des joueurs depuis que le professionnalisme est arrivé ? Dans la manière de former, on est beaucoup plus large, on brosse beaucoup plus tous les aspects du joueur. L'aspect médical, mais au côté prévention. Alors évidemment, il y a prophylaxie, il y a toutes les visites médicales, toutes les informations sur le dopage, et ça, si on y fait un détour, c'est quelque chose qui me mine, mais qui me mine fondamentalement, notamment quand il fallait avoir des gros bras et des gros pectoraux. Donc aujourd'hui, le joueur, il est plus encadré. Dès qu'il rentre, il est beaucoup plus encadré. Au pôle, il faut savoir qu'un joueur, avec ses professeurs, ses CPE, les docteurs, il y a 30 personnes autour de lui pour l'accompagner dans sa réussite. Pas faire à sa place, ça c'est important aussi. C'est l'accompagner dans sa réussite. Donc, cet accompagnement a changé, il est plus large. La fédération a donné des moyens, même si la dernière direction, là, actuellement, a un peu réduit. Puis il y a le problème sanitaire qui va faire qu'on va être encore un peu plus stressé au plan financier. Ça a vraiment évolué. Après, le joueur en lui-même, comme je disais tout à l'heure, sur l'état d'esprit, localement, ça reste le même. Il arrive avec plus de compétences physiques au plan aérobie, par exemple. Ils sont plus affûtés, plus soucieux du détail. Voilà, plus soucieux du détail. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus doués. Ça, c'est quelque chose aussi que je peux partager. Je me souviens, j'ai dans les yeux quasiment des images de tous mes joueurs la première fois que je les ai vus. Quasiment. À Ussel, à Mauriac dans Cantal, à l'hippodrome des Fleurs, je voyais Bidabé traverser le terrain tout le temps. À l'époque, c'était Viars, c'était... je ne me rappelle pas où, vers Mauriac, c'était terrible. Aujourd'hui, quand on va voir des matchs de jeunes, je me pose la question, et à ceux qui m'aident, enfin, qui sont là pour détecter, est-ce qu'il t'a piqué les yeux ? Est-ce que quelqu'un t'a piqué les yeux ? C'est une expression qui vaut ce qu'elle vaut. Mais est-ce que tu as quelqu'un qui a traversé le terrain aujourd'hui ? Aujourd'hui, non. Beaucoup moins. Alors, pas uniquement parce qu'il y a moins de talent, mais c'est vrai qu'il y a moins de licenciés aussi. Oui. Mais aussi peut-être parce que les joueurs comprennent mieux donc la défense, comme il est plus facile de défendre, il y a moins d'espace. Mais aujourd'hui, les joueurs, s'ils sont différents, c'est au niveau, pas de leur qualité intrinsèque peut-être, parce qu'ils les développent, mais par leur sens du jeu, par comment ils s'expriment sur le terrain. Et là, je vais revenir à quelle représentation ils ont. Et ça aussi, c'est quelque chose de très important. C'est
pédago, mais j'espère que les auditeurs, là, ils m'en voudront pas trop. Aujourd'hui, et je vais citer des noms, et je ne leur en veux pas, c'est pas de leur faute. Moi, je préfère que l'image du joueur de rugby type pour une famille, que ce soit Dan Carter ou Michalak ou Raphaël Ibanez, et non pas, et j'ai rien contre Chabal, puisque je l'ai eu en équipe de France, on lui a filé la première sélection, ou Bastaro, que je connais peu, mais qui est pour moi un modèle d'homme, puisque moi, les larmes qu'il a lorsqu'il joue les matchs, ce n'est pas des larmes de crocodile, donc c'est un mec qui a du cœur. Donc, ce n'est pas eux que je remets en question, c'est qu'on les a fait jouer, on a valorisé des formes de jeu qui ont fait que les représentations d'un gosse aujourd'hui, c'était faire des culs. Et ça se pose encore les questions. Et il a fait un cul. Et combien de fois on entend le cadage des bords, et la chistée, et la passe sur un pas. Et c'est ça le cœur. Et quelle représentation ils ont, nos joueurs aujourd'hui, depuis une certaine époque, c'est surtout cet affrontement direct. Nombre de rucks, nombre de plaquages. Mais oui, mais il est d'autant plus facile de faire beaucoup de plaquages que si le mec vient te chercher en permanence. Si tu essaies de passer à côté, j'ai plus de chances de louper mon plaquage si tu passes à côté que si tu me passes dessus. Exactement. Voilà. Tu l'as très rapidement abordé il y a quelques minutes et j'ai senti que c'était un sujet qui t'avait interpellé, le dopage. Tu as été confronté à ça depuis que tu es entraîneur ? J'ai confronté, non. Par contre, la prévention en permanence. J'ai eu une expérience il y a quelque temps d'un jeune par dépit, parce qu'il était souvent blessé, qui a eu la démarche, mais tellement valorisante pour nous, puisque je ne suis pas seul à m'occuper du pôle, de venir nous demander. Voilà. Je perds du poids, je prends du muscle, je ne joue pas depuis 2 ans parce qu'il a été blessé à répétition. À cet âge-là, c'est terrible. Surtout qu'il voit évoluer les copains, physiquement, sans rien faire. Donc, non, confronter, non. Par contre, prévenir mais surveiller, non. Par contre, je ne surveille pas. Mais il ne m'est pas arrivé de trouver quelque chose. Parce que de toute façon, c'est clair, trouver quelque chose, c'est voir le docteur, puisqu'ici, il y a un staff très important au niveau médical. Et c'est dire, voilà, ça se passe comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire ? La psychologue. Et puis, on prend des décisions s'il faut en prendre avec la fédération. Mais ça ne m'est pas arrivé. Mais c'est quelque chose qui me fait peur, qui m'a fait peur. Ah oui, énormément. Ouais, parce que j'ai l'impression que, c'est peut-être une vue de l'esprit, mais que les gabarits aujourd'hui sont quand même un poil moins impressionnants qu'ils n'ont pu l'être il y a une petite dizaine d'années. Peut-être qu'il y a une prise de conscience à ce niveau-là aussi. On regarde le rugby différemment. Ouais. Les gens regardent le rugby différemment. Lorsque y a eu ces malheureux accidents, alors dire que c'était inévitable, ça serait malsain de dire ça. C'est malsain. Moi, je ne fais pas jouer, je le dis aux familles, je ne fais pas faire du rugby aux enfants pour qu'un jour, ils se retrouvent en fauteuil roulant. Donc moi, je joue au rugby pour qu'ils comprennent, qu'ils prennent plaisir, avant tout. Mais comprenez bien que quand on voyait comment ça commençait à se passer, les collisions, pour des collisions, comme ils appellent ça, il fallait s'équiper physiquement. Donc, pour exister, et tout le monde n'est pas équipé physiquement pareil, ça devient un métier. Celui qui est un peu plus gringalé que l'autre, il faut qu'il fasse manger sa famille. Donc, quelle solution il a ? Il ne va pas changer de corps. Donc, il s'équipe. Et ça, oui, j'ai eu beaucoup de craintes. J'ai eu de la crainte pour les joueurs en activité à l'époque, notamment les joueurs moyens, comme pour tout le reste, d'ailleurs. C'est souvent les classes moyennes qui trinquent dans la société, dont les joueurs moyens. Comment faire pour rester à niveau, ou alors j'accepte de ne plus être au niveau et je descends. Et également, j'avais ce souci de leur enseigner, de leur transmettre cette valeur éthique. C'est une valeur éthique de ne pas tricher, mais surtout de ne pas tricher avec soi-même. Je suis comme je suis. Et si je suis avec ce que j'ai, eh bien, comme a dit Mozart, le handicap crée le génie. Et je leur ai dit aux gosses, il y a des peintres qui n'ont pas de bras. Est-ce que vous avez vu ce qu'ils font, ces gens qui sont sans bras, qui peignent avec les pieds ? Mais ça peut paraître dérisoire d'entendre ça de ma part, mais je crois que c'est pour ça que aussi je veux que le rugby soit, dans ma façon d'enseigner, soit totalement intégré à la société, à leur mode de vie, à l'école. J'ai dit, voilà, il y a des gens qui n'ont pas... Il y a un gars, il n'a pas de bras, il traverse la Manche. Donc, on peut y arriver, mais pas de modèle et surtout pas de fausses représentations des choses. Voilà, ça c'est une philosophie. C'est peut-être aussi pour ça que, en essayant de ne pas mettre des
des ronds dans des carrés que tu as amené pas mal de joueurs à changer de poste. Ah oui, ça c'est des belles aventures. Toutes ne réussissent pas, mais c'est des belles aventures. Mais dans cette aventure-là, pareil, la place de l'humain est fondamentale. C'est expliquer aux jeunes, voilà, aujourd'hui tu es plutôt comme ça. Les canons du haut niveau, il y a des incontournables, 1m70, tu ne vas pas jouer seconde ligne. Ou Quentin, tu ne pourras pas jouer au poste de 2-8. Donc aujourd'hui, tes points forts à ton poste sont des points forts mais relatifs. D'accord ? Par contre, tes points faibles à ce poste-là peuvent devenir des gros points forts à un autre poste. T'es petit et t'es dense. À un 8, ça va être compliqué parce qu'il y a des mecs qui vont te passer devant, plus explosifs, d'accord ? Donc passe au talon. Ou il y en a eu d'autres, un autre exemple, quelqu'un qui m'a beaucoup marqué dans ma formation, c'est Yann Lesgourg. Vous voyez, Ouais. c'est Yann. Ah oui, je vois. D'accord ? Yann Lesgourg devait être le meilleur trois-quarts centre de sa génération. Et je suis sûr qu'il était meilleur trois-quarts de sa génération. Mais c'était l'époque des gros bras. Ouais. Il ne jouera pas, on ne va pas le prendre. Bon. Ok, Yann, il avait des mains merveilleuses. Vous avez vu les passes qu'il fait. D'accord ? Oui, bien sûr. Yann, allez, est-ce que tu veux ? Et ça part de l'individu, du gosse. Tu veux ? Oui, je vais essayer. Il y en a qui m'ont dit non. Ils m'ont dit non, on a continué à les former parce que le but, ce n'est pas qu'ils soient tous internationaux, même si au matin, on ne va pas être content, mais pour qu'ils se réalisent. Et bien, voilà, ça part de la reconversion d'un constat qu'il faut partager. Mais l'acteur de cette reconversion, c'est le joueur. Ce n'est pas l'entraîneur, ce n'est pas l'éducateur. Et voilà, et si Quentin Lespio, comme il vous a dit, blessé, parce qu'il n'a pas trop dit, Quentin, la qualité, la force mentale qu'il a eue lorsqu'il a été blessé au genou, j'en ai vu d'autres, c'est vraiment très, très, très impressionnant. Quentin, il ne faisait que lancer. Il travaillait en classe, il se rééduquait et il lançait. Voilà. Et il allait au portail de temps en temps. Comme autre bel exemple de reconversion, me semble qu'il y a aussi Arthur Ituria. Arthur ? Ah, c'est pas une reconversion, Arthur. Ouais. C'est pas toi qui l'as fait passer 3e ligne ? Mais Arthur, c'est un 3e ligne. Enfin, pour moi, parce que Arthur, quand il a émergé en seconde ligne, le peu de choses que je lui ai dit, c'est tu souffres pas trop en mêlée, j'ai peur que tu laisses du gaz, que tu perdes de l'énergie, de la lucidité. Ouais, mais Alexandre Roumat, je me souviens, son papa, s'il nous entend, il va sourire. Seconde ligne. J'ai dit, non, quel dommage. Ses compétences de main, de déplacement, d'intelligence, les deux se ressemblent énormément. Je crois qu'en 3 ans de pôle, à eux deux, ils ont fait 6 ans avant. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. Il faut s'en servir de ça. Il faut pas j'ai eu, comme j'ai rêvé à une époque que tout le monde pouvait faire tout, j'ai rêvé que ces mecs pourraient jouer un jour en équipe de France à n'importe quel poste. Voilà. C'est utopique, c'est une utopie, mais c'est extraordinaire. Ils sont doués et surtout ils comprennent. Ils font les choses parce qu'ils les comprennent. Et ça, c'est fondamental. Une question peut-être un peu compliquée. Sur tous les jeunes que tu as vu passer, si tu devais ressortir celui qui t'a le plus impressionné, est-ce que tu y arriverais ? Là, je mets joker parce Ouais. que puisque tu veux me connaître, c'est le but de tes rencontres. Moi, c'est pas. Il y en a qui m'ont impressionné par leur qualité physique, Magne, Ouais. Viars. D'autres par leur générosité, mais ça ne voulait pas dire qu'ils n'avaient pas de qualité physique. Alors, Betsen, par exemple, par leur qualité technique, on en a parlé, Ituria, Roumat, mais d'autres par leur capacité à travailler. Même aujourd'hui, j'en ai un là, ici, ça fait 2 ans que le pauvre, il enchaîne les pépins, et personnels et physiques. C'est un monstre. Donc, non, il n'y a pas. C'est que c'est aussi pour ça que j'ai eu la chance de pouvoir faire ce métier, c'est que le rugby est un prétexte et c'est la rencontre des hommes. Et les hommes, ils sont multiples. Et un bon joueur de rugby n'est pas que bon joueur de rugby. Ça, puisque tu fais des entretiens avec eux, tu t'en rends bien compte. Alors, il y a tous les caractères, les commodes, les pas commodes. Mais en tout cas, il y a un socle commun, c'est être bien au sens large du terme. Quoi. Ne pas se croire plus que l'on est, partager, te rencontrer. Voilà, donc non, je ne répondrai pas à cette question. J'ai encore, il me reste 1 an, de merveilleux joueurs, mais de merveilleux élèves, de merveilleux amis. Il y en a qui sont mes amis. Il y a des élèves qui sont mes amis. Et ça, c'est énorme. Ça n'a pas de prix. Je comprends.
Tu me parles avec une passion immense de rugby depuis tout à l'heure, mais qu'est-ce que tu aimes faire à côté du rugby? Alors, je me permets de te reprendre. Je te parle de rugby, je te parle des hommes et du rugby. Oui, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ça c'est de base. Et même aujourd'hui, petite digression, après je te parlerai de la montagne, des filles et du rugby. J'ai découvert depuis 2 ans. Et je sais que j'ai pas traîné les pieds, mais j'avais peur un peu, même à mon âge, j'ai encore un peu peur de choses que je connais pas, c'est que la définition même de la peur. J'avais peur de me tromper, de pas être fait pour ça, mais bon, c'était une grosse bêtise. Je me régale parce que la gente féminine n'a pas le même rapport aux apprentissages. D'abord, on n'a pas une représentation du rugby qui correspond mieux à la mienne, même si des fois, il y a des choses qui sont pas très, très bien réalisées. Mais oui, moi, je t'ai parlé des hommes et du rugby. Ouais. Pas du rugby. Si je te parle de rugby, ou si on parlait un peu plus de rugby, ça serait rentrer dans les détails du jeu, de la technique. Ça serait ce que j'appelle moi les entraînements sans maillot et sans ballon, c'est-à-dire on va parler du plaquage. Plaquage, c'est quoi? C'est viser, c'est serrer, c'est traverser, c'est renverser, c'est tomber le dernier pour se lever le premier. Tous les gestes. Là, on va parler rugby. Ouais. Non, je crois que ta rencontre, c'était... ça se voit, hein. Les gens ne te voient pas, je te vois les yeux. C'est l'humain, et c'est comme prétexte, quoi. Moi, si le gars qui fait de la musique... c'est un prétexte. Ah, il fait rêver les autres, il se fait plaisir. Et voilà. Et ça n'empêche que c'est le haut niveau aussi. Hein. Les artistes, les grands artistes, c'est ça. Tu as soulevé un point important. Depuis peu de temps, il y a une section féminine? Oui, ça fait 2 ans qu'il y a des filles. Donc je vais aller au bout de cette formation de 3 ans avec elles. C'est une révélation. Et même si beaucoup de gens m'en avaient parlé, notamment des anciens élèves, David Courtex, qui entraîne des filles, ancien élève du CEL, donc un de plus dans la filière. Que Marjorie Mayence a mentionné dans l'épisode qu'on a fait ensemble. Ouais. Et il l'a beaucoup marqué. Mais c'est un enfant, entre guillemets, mais je l'ai eu il y a 2-3 jours, parler de la formation, du déplacement, de l'intelligence en jeu, de la circulation des joueurs. Voilà. Et donc il m'avait prévenu, tout un tas m'avait prévenu. Et c'est une réalité. C'est vrai que c'est sympa. Alors des fois, on va être un peu moins sérieux. On a l'impression d'être les champions de la pédagogie parce qu'elles sont moins dégrossies que les garçons, je vais dire. Elles n'ont pas d'a priori aussi intransigeants que les garçons dans l'image qu'elles ont du rugby. Donc elles arrivent. D'abord, il faut bien leur expliquer. Alors là-dessus, elles sont bien tombées, je crois. Qu'est-ce qu'on attend d'elles, comment il faut faire et pourquoi on le fait. Et le pourquoi on le fait. Et là, elles se transforment très vite, vu le postulat dans lequel elles sont. Et là, souvent, je me dis, ouais, mais t'es un magicien, quoi. Mais bon, c'est pour plaisanter un peu, mais c'est vrai que c'est un rapport différent. Par contre, le jeu, j'aurais aimé creuser un peu plus le jeu féminin. Je pense qu'il y a une féminité dans le jeu qui est relative. C'est pour ça que l'évitement leur correspond encore mieux pour moi. Pour moi, tel que j'ai une représentation de la féminité aussi, hein, là on est très sérieux. Mais je pense que la finesse, voire l'esthétisme, je le dis, doit apparaître dans les formes jouées par les filles. Voilà. Mais là, on parlerait rugby. D'accord. Donc, à côté des hommes avec un grand H et du rugby, qu'est-ce que tu aimes faire? Ma famille et la montagne. Ouais. Ouais, voilà, partir avec des potes. Voilà, donc je sais pas si tu veux qu'on parle de ça. Là, on a fini la traversée des Pyrénées. Ouais. Ouais, voilà, par les sommets, pas par la voie normale. De part en part? Non, on est parti, du Pic d'Agny. Là, on a fini au Canigou l'an dernier. D'accord. Mais par les sommets, hein, pas par la route normale. Je suis avec des gens qui sont des experts que j'admire. Et la montagne me renvoie quelque chose qui est important, et là je me livre. Hein. C'est-à-dire, elle me remet à ma place. Bon, même si je ne suis pas un homme des médias, et tu l'as dit tout à l'heure, j'aime pas trop. À montagne, des fois, j'ai peur. Et je le dis à mes amis, j'ai dit, mais mettez-moi la corde. Et eux, ils passent là, ils volent sur les trucs. Et j'ai dit, mais j'ai pas peur de vous dire que j'ai peur. C'est moi.
Je ne suis pas le Pierre Pérez avec Ituria, avec machin, qui a fait ci ou qui a fait ça. Je suis moi. Et ça, c'est bien. Ça te remet à niveau. Alors, après, au quotidien, je ne pense pas être quelqu'un qui est beaucoup flambé ou autre, mais la montagne m'apporte ça. Savoir qui on est, réellement. Et puis, l'évasion, la spiritualité aussi. C'est chez moi. Et ton temps libre, tu le passes principalement en montagne? Aujourd'hui, mon temps libre, c'est la montagne et l'Andalousie. D'accord. Voilà. Ok. Ah ben, pour le coup, ça fait quoi qu'il y a des montagnes quand même en Andalousie. Je veux bien, oui, la Sierra Nevada, Ouais. il y a le sommet, le Moulassène, qui est le plus haut de la péninsule. Hein. C'est plus haut que les Pyrénées. Ah hein. ouais, tout à fait. Oui, oui. C'est prévu de faire le tour de la Sierra Nevada. Si tu pouvais reparler au petit Pierre d'il y a quelques années, qu'est-ce que tu lui dirais? Voilà, c'est une question que tu poses à tout le monde, ça. Ouais. Bah, c'est pas trop mal. Voilà. Ça fait Et c'est ton pas peu- fini, j'espère. C'est tout le mal que je te souhaite. Non, je sais pas. Non, j'étais heureux dans ma vie de professionnelle. J'ai pas de métier, quoi. Moi, j'ai pas de métier. Voilà. Répondre à la question. Aujourd'hui, j'ai pas eu de métier, j'ai pas de contraintes. La seule contrainte, c'est quoi? Je sais pas, je sais même pas. Ça sera même pas d'arrêter. Tu vois, je vais bientôt arrêter. Et c'est pas une contrainte parce que j'ai le sentiment d'avoir fait comme il fallait le faire. Et puis j'ai pu faire ce que je voulais aussi. Je te l'ai dit, même en me mettant un peu des gens à dos. Je l'ai fait surtout dans une ambiance, un environnement qu'ici j'ai créé, quasiment tout. Une ambiance humaine. Et ça me correspond plus que quand on a parlé de lumière, de titres. Mais j'aime les titres. Hein. Ouais. Voilà, quand j'étais entraîneur à Ussel, là, joueur-entraîneur à Ussel, on est monté, c'était une vraie satisfaction. J'ai été international, j'ai eu des titres, mais des joueurs ont eu des titres. Mais c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est aller au Pierre, on est là, on vient manger, recevoir le faire-part de mariage de Princesse Laszlo-Ré et d'être invité au mariage, recevoir des photos de gosses qui naissent. Ouais. Du coup, heureux du parcours. Oui, professionnel, oui. Qui est loin d'être fini. Professionnel. Là encore, une question que je pose à chaque fois. À quoi voudrais-tu mettre une cravate? C'est d'actualité, mais dans ma façon de réagir face à la société actuellement, mais c'est d'actualité, malheureusement. Ça fait beaucoup d'années que je m'insurge, mais pas si suffisamment parce que je ne m'y implique pas, parce que je fais ce travail-là au quotidien avec les miens, sur le manque de respect des gens vis-à-vis d'eux, notamment pour ceux qui créent du lien, qui soignent, qui s'occupent des autres. Et aujourd'hui, ce qu'on fait aux infirmières, aux infirmiers, on les applaudit, c'est indécent. Hein. C'est indécent. C'est indécent. C'est aussi pour ça que la lumière, moi, je ne la veux pas. Moi, c'est facile ce que je fais. C'est pas compliqué. Quand on apprend qu'il y a des gens qui ne peuvent pas plaider dans un tribunal parce que le juge doit rendre 30 jugements dans la journée, on est sur de l'humain. Quelle honte. Si c'est ton fils qui a fait une bêtise, qu'on ne prend pas le temps de savoir pourquoi il a fait cette bêtise. Et il a malheureusement le droit. Nous, on a eu la chance de ne pas en faire de bêtises. Mais peut-être quelqu'un a fait, il n'a pas le droit. Que l'avocat prépare et puis on lui dit... Et ça arrive. Je ne sais pas si tu le sais, ça arrive. Je vais parler de l'école. L'école, c'est aussi un lieu où on s'occupe des autres. Ah ben, t'en es la preuve vivante. Et combien... Aujourd'hui, c'est un métier. Vous avez vu, les profs, ils font du télétravail, ils en font. Alors, bien sûr, partout, dans tous les métiers, il y a des bons, il y a des moins bons. Mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de bons que de moins bons. Et ça, oui, c'est ma cravate, oui. Mais quand je suis souvent à l'hôpital qui est en face pour le suivi de mes élèves, les traumatismes et tout ça. Et combien de fois j'ai dit aux infirmières, mais c'est pas possible, vous n'avez plus le temps de vous occuper, de prendre soin des autres, voilà, ce qu'on appelle le care.
Putain, mais oui, ça me fait du mal. Une société, et pour finir, qui ne s'occupe pas très bien de leurs vieux. Pas très bien. Voire mal. C'est terrible. Alors, non pas que... Alors, moi, j'arrive à... Je ne suis pas encore très, très vieux, mais j'ai la famille qui est là-dedans. Comment peut-on... même les animaux, certains, ils font mieux. Voilà. Donc, alors on fait pas mal, mais il faut pas délaisser les gens. Il faut les aider. Alors, tu vois, je te parle pas de la pauvreté, je sais pas. C'est parce qu'on n'y est pas confrontés, nous, ici, au Pays Basque. Enfin, de façon évidente, il n'y a pas trop de gens dans les rues, tout ça, mais tous ces aspects-là, là où où la place de l'humain, ces métiers ou ces domaines où l'humain doit être le premier intérêt de la personne qui est dans ce milieu-là, eh bien, il n'a plus sa place. Il faut faire 30 jugements, il faut faire 30 jugements. Tu as 10 minutes à passer avec un malade, il faut passer 10 minutes avec un malade. Tu dois lui servir la soupe, venir le chercher le plateau, et tu as fini ta journée à l'EHPAD. Mais je ne critique pas les gens qui font ça. Oui, bien sûr, c'est le système, quoi. Ouais, et ça fait une petite dizaine d'années quand même que ça arrive, ça, que c'est en train d'émerger. Voilà. Donc c'est un coup de gueule un peu ce que tu demandes à la cravate. Oui, ça, oui, un peu. Moi, je redis, je ne suis pas assez courageux ou assez engagé, mais ça, je me le reproche pour mener des actions là-dessus. Mais quel dommage, quoi. Mais quel dommage. Quel dommage. Qui est-ce que tu voudrais que j'invite pour un prochain podcast ? Ah, ouf. Quelqu'un que tu penses qu'il aimerait passer un petit moment à discuter et à qui le format pourrait plaire. S'il ne l'avait pas fait, j'aurais dit Thibaut. Ouais. Ouais. Oh là. Serge Betzel est une belle personne. Enfin, il n'y a que des belles personnes. Hein. J'ai plein de noms. Mm-hmm. Je ne voudrais pas que ça soit un élève parce que ça pourrait faire ombrage aux autres. Je ne les connais pas, mais je trouve que les gens qui s'occupent des grands blessés du rugby, je ne connais pas. Ouais, à la Fondation Ferras. Ouais. Mais je ne connais pas. Je ne peux pas te dire. Là, mais faudra que je trouve. Je ne sais pas si tu as pensé à ça. Parce que c'est quand même... aujourd'hui, même, je te dirais, les bénévoles, mais bénévoles, il n'y aura plus de bénévoles bientôt. Ok, bon, je vais voir si j'arrive à contacter du monde du côté de la Fondation Ferras ou si parmi les auditeurs, certains ont des contacts. Je suis preneur. Tu disais que l'année prochaine, tu devrais être à la retraite. Qu'est-ce que tu vas faire après ? À la montagne. Ouais, que de la montagne ? Oui, beaucoup. Oui, beaucoup. Fini le rugby ? Ah non, pas fini non, au sens plus en voie, mais je sais même pas, parce que j'y suis sans y être dans le rugby, c'est en permanence, c'est jamais, puisque c'est tout le temps, donc c'est compliqué ça. En tout cas, j'essaierai, je resterai beaucoup plus près des matchs de jeunes que je vais voir en permanence. Détecter des talents, c'est vachement agréable, c'est fabuleux ça. Voilà. Mais le rugby, oui, mais la montagne, encore plus, oui. Est-ce qu'il y a une question que je ne t'ai pas posée et que tu aurais aimé que je te pose ? C'est compliqué, c'est parce qu'on n'a pas l'habitude des entretiens comme ça. Peut-être parler de l'avenir du rugby au sens large. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos sociétés, elles mettent en péril une certaine forme d'activité sportive. Et le rugby en fait partie, la preuve. Aujourd'hui, à cette crise sanitaire, les clubs, les fédérations sont aux abois. Ils veulent faire jouer des matchs sans spectateurs, à tout prix. Des clubs menacent de ne pas participer à la Coupe d'Europe. Putain, mais où est le jeu ? Où est le jeu ? Donc, c'est une question sociétale aussi. Pourquoi cette dérive ? Alors, ça fait vivre des gens, ça fait travailler des industries, ça fait vendre des maillots, mais et les fondements même de l'activité, où elle est là. Alors,
pareil, on va encore penser, on va dire, un pédago, il pense à quoi, enfin bon. Mais quel sera le rugby? Pour qui sera le rugby de demain? Qui aura accès? Est-ce qu'il faudra payer pour voir tous les matchs? Est-ce qu'il n'y en a pas trop d'ailleurs de matchs actuellement? Quelle forme? Avec qui? Y aura-t-il un championnat du monde des clubs avec des avions qui se traverseront la Terre pour aller remplir des stades? Enfin, voilà, il y a aussi ces questions-là. Enfin, je ne sais pas si, puisque je pense qu'on a fini l'entretien, si moi l'humain est au cœur même de mes préoccupations. Dans l'humain, évidemment, il y a la place aujourd'hui d'actualité de tout ce qui a trait à la terre, à la préservation des équilibres. Mais c'est vrai que c'est quand même pas évident de faire déplacer des 100 et des 1000 kilomètres à des joueurs comme au rugby à 7 et tout ça. Est-ce qu'il ne faudra pas se poser la question plus tard d'autres formes de compétition? Voilà, donc voilà, peut-être c'est une question sur l'avenir en termes d'organisation, peut-être même en termes de joueurs. Il faudrait se poser la question. Quand moi je rêvais de joueurs qui pouvaient jouer à tous les postes, est-ce qu'un jour mon rêve ne sera pas réalité? Est-ce qu'un jour il ne faudra pas agrandir le terrain parce que les joueurs courent tous plus vite et plus longtemps et qu'il n'y aura plus assez de place? Voilà. Peut-être qu'on aurait pu en parler. Ouais. J'ai quelques idées là-dessus. Ok. Pierre, je te remercie vraiment d'avoir pris de ton temps. Je sais que c'est à contre-emploi pour toi. Tu es quelqu'un de très réservé qui habituellement ne répond pas à ce genre de sollicitations. Donc ça me touche d'autant plus que tu as accepté mon invitation, celle de Quentin. J'ai pour ma part pris un pied terrible à discuter avec toi. Je te souhaite une excellente continuation. Merci. Et puis j'espère que ça plaira, ce qu'on a dit, et puis que ça ouvrira des réflexions, des échanges. Et il faut que le rugby reste un plaisir partagé par le plus grand nombre. C'est ça qui est le plus important. Merci d'être encore là et d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère sincèrement qu'il vous a plu. Si tel est le cas, ce serait super sympa de le noter 5 sur 5 sur Apple Podcast et de le partager autour de vous. Ça m'aiderait à encore plus le faire connaître et à convaincre de nouvelles personnes à jouer le jeu de la cravate. Si vous laissez un commentaire, sachez que je les lis tous. Pour me contacter, vous pourrez me retrouver sur LinkedIn ou Instagram en recherchant Johan Zuckmeyer. Vous pouvez aussi facilement trouver Rugby Mercato sur Facebook et Instagram. D'ailleurs, que vous soyez joueur, entraîneur ou que vous représentiez un club, n'hésitez pas à vous inscrire gratuitement sur rugbymercato.net, le site de recrutement rugby. A bientôt pour un nouvel épisode de La Cravate.